Bonjour Sarah. Bonjour Zara. Sarah, Zara, ça Oui. rime, ça fait plaisir. Je suis très contente de t'accueillir aujourd'hui Merci beaucoup. et partager ce merveilleux moment avec toi. Et je sais que tu es médecin, Sarah Atraki, et tu as un cabinet privé à Meknès et tu es endocrinologue. Oui, exactement. Oui, ça sent très très intriguant. Pourquoi endocrinologie? Pourquoi tu as fait ton choix, basculer vers ce domaine-là? Ça demande beaucoup de savoir C'est une aussi. question pertinente et la réponse, elle est complexe. Il y avait plusieurs facteurs qui m'ont poussé à choisir cette spécialité. Première des choses, ma mère est diabétique et donc je voulais comprendre cette maladie et essayer au maximum de la prévenir chez les gens. Et deuxièmement, c'est le deuxième facteur parmi d'autres, c'est que c'est une spécialité qui est froide. Donc moi, j'ai fait plusieurs stages en médecine et je ne me suis pas retrouvée dans les spécialités chaudes, avec des urgences, avec des malades qui sont Oui. très difficiles. Chaude, ça veut dire là où ça te demandait la présence. Oui, la présence, Ouais. c'est-à-dire que il y a le pronostic vital des patients qui est en jeu. C'était Je pas ne ton me suis style. pas retrouvée, non. Ouais. Je stressais beaucoup. Ouais. Et donc je voulais donner dans des choses où je me retrouve, des spécialités où je suis calme, et donc j'avais besoin d'une spécialité Plus stabilisant. plus calme, oui. Après, tu avais ton intérêt. Voilà, justement, je voulais te poser la question. Et tu m'as dit que c'est pas la maladie, mais le diabète, maintenant, c'est plus la maladie. Normalement, ma mère, elle disait que c'est bien avoir le diabète parce qu'il vous oblige à respecter le régime de la journée. Alors, tu sais ce que je dis aux patients, Zara? C'est qu'un patient diabétique discipliné, il vit une vie qui est de meilleure qualité qu'un patient qui est non diabétique et qui s'en fout de ce qu'il mange, il va bien. de sa vie, est-ce qu'il dort bien, est-ce qu'il mange bien, est-ce qu'il fait une activité physique. Donc, on prendra les choses du bon côté, toujours. Et je voulais te poser la question en tant que coach émotionnel et spécialiste en médecine chinoise. Je voulais te poser la question, qu'est-ce que tu penses? On dit que vivre avec un diabétique, c'est affreux. Surtout avec les diabétiques âgés. Qu'est-ce que tu diras sur ce sujet? Oui, les diabétiques âgés, en fait, le diabète, il entraîne malheureusement une atteinte cognitive chez les patients. Et quand je dis ça, je parle des patients qui, malheureusement, ne sont pas disciplinés dans leur régime, dans leur suivi médical. Donc, moi, je dis aux patients que si un diabétique, il suit bien sa maladie, qu'il fait ses contrôles médicaux régulièrement, qu'il respecte les conseils qu'on lui dit, c'est-à-dire il vit normalement. Il vit d'une manière normale, parfois bien meilleure qu'un patient qui n'est pas diabétique. Alors, chose qui est complètement différente chez les patients qui ne sont pas disciplinés. Là, ils ont le diabète qui bousille tout le corps, même le cerveau, même les neurones. Et c'est pour ça qu'on trouve que les patients diabétiques âgés sont plus irritables, ils ont plus de démence, ils ont plus de problèmes psychiques et cognitifs que les patients qui sont non diabétiques, malheureusement. Qu'est-ce que tu conseilles à l'entourage des gens qui vivent avec les personnes âgées diabétiques? Parce qu'ils subissent, j'ai entendu en tant que coach, pas mal de plaintes des femmes âgées ou bien les filles, les enfants de ces personnes qui viennent... Qui se plaignent de leurs parents. Oui, je ne peux plus. En fait, il faut qu'ils aient conscience que ce patient ne le fait pas volontairement. C'est-à-dire que s'il est irritable, s'il dit des mots déplacés, s'il n'est pas patient, s'il oublie, c'est pas volontaire. Et je leur conseille aussi de voir leur endocrinologue, de réguler le diabète et de voir aussi un psychiatre neurologue. Parce que s'il y a une dépression sous-jacente ou s'il y a une atteinte cognitive du diabète, il faut la traiter, on n'a pas le choix. Si déjà le patient il est atteint, donc il y a un traitement, les antidépresseurs, il y a beaucoup de traitements qui améliorent la qualité de vie de ces patients avec leurs proches. Donc vivre avec un diabétique, c'est tout un art. Oui, c'est une maladie qui est très complexe malheureusement. Et toi, Zara, en tant que coach et spécialiste en médecine chinoise, qu'est-ce que tu conseilles à ces patients qui vivent avec des diabétiques, qui te consultent pour des problèmes comme ça? Tu leur conseilles quoi? Moi, je vais leur conseiller voir un spécialiste. De traiter le diabète et de traiter la maladie psychique. Mais toi, en tant que coach? Déjà, je commencerai par la médecine traditionnelle chinoise. L'approche de
de MTC, c'est que les gens qui souffrent... C'est quoi, MTC? MTC, c'est médecine traditionnelle chinoise. Ah, d'accord. Donc l'approche, elle est un peu différente parce que si on prend déjà le côté émotionnel, c'est les gens qui perdent leur centre. Ça veut dire que dans la médecine traditionnelle chinoise, ils placent la partie estomac, rate et pancréas dans le centre de régulation du corps. Et quand c'est décentré sous un petit ou bien un grand événement, c'est que la personne, elle perd la terre sous les pieds. Il ne sait plus comment s'orienter. Et ça peut être une des causes qui déclenche le diabète. C'est-à-dire que ça peut aller même vers les troubles de comportement alimentaire. Parce que quand tu vas dans tous les sens, quand ton psychisme il part dans tous les sens, tu ouvres le réfrigérateur parce que tu cherches une source de dopamine. Tu cherches une source de dopamine. Plaisir. Ou bien tu vas mal et tu veux fuir cette pensée qui te fait mal et tu vas... Tu veux un plaisir instantané. Voilà. Donc, ce que je conseille aux patients déjà qui sont diabétiques, c'est toujours chercher des méthodes de recentrage. C'est-à-dire, trouver quelque chose qu'ils aiment faire, qui leur demande vraiment de se concentrer. Soit le dessin, soit une méditation, soit une lecture religieuse ou bien méditative. Ça calme énormément, ils se ramènent au centre. C'est ce que je conseille à mes patients qui souffrent de diabète, avec tous les traitements qu'on peut faire dans l'acupuncture pour accompagner le diabète, déjà. Bien sûr. L'acupuncture, ça aide à traiter aussi le diabète. Il y a les protocoles spéciaux adaptés. C'est bien. Et on cherche toujours, tout d'abord, on diagnostique de quel côté ça vient le diabète, pourquoi il souffre de diabète. Bien sûr, on regarde le terrain génétique. Bien sûr. Et on regarde peut-être les désordres dans l'alimentation, le comportement de la journée. Oui. Et on regarde le grand stress. On travaille sur le stress aussi énormément chez les diabétiques. Donc, dans ce sens, c'est-à-dire, j'ai un message important pour nos auditeurs. Le diabète, c'est une maladie. Parce que j'ai beaucoup de patients, en fait, que tu peux aussi voir qui sont en déni de leur maladie. Oui. Quand tu leur donnes le traitement, ils te disent « Non, moi, je peux régler ça sans traitement, je peux faire du sport, c'est-à-dire faire un régime. » Alors que non. Donc, le diabète, quand il est là, et on a des critères pour diagnostiquer le diabète, il faut qu'il soit traité. Ça, c'est un message à passer aux patients. Oui, le fait de faire du sport, bien dormir, respecter le régime, ça aide énormément à ne pas donner trop de médications. Mais c'est-à-dire qu'un patient diabétique doit au moins avoir une médication pour empêcher le diabète d'évoluer. Oui. Et si le patient il est discipliné, s'il veut faire autre chose, comme l'acupuncture, c'est-à-dire l'accompagnement, c'est excellent. Comme ça, on reste à une médication qui ne fera pas beaucoup d'effets secondaires, qui ne va pas déranger le patient dans sa vie quotidienne. Oui, Sarah, je te soutiens parce que ma première formation, je suis pharmacien, je suis scientifique. Et chaque mot et chaque traitement que je fais avec les patients, ça doit être confirmé au niveau scientifique. Alors, tu es pharmacienne et coach et spécialiste en médecine chinoise. Exact. Tu sais, Sarah, je suis une femme et comme toutes les femmes, je veux être belle. Et comme beaucoup de femmes, pour moi, la beauté, ce n'est pas que le Botox, ce n'est pas que la couleur de ma rouge à lèvres. C'est mon corps aussi. Et c'est le poids, le surpoids. Le métabolisme sur les différents axes de l'âge. Et je sais que quand on vient chez un médecin endocrino, on cherche à maigrir. Comment tu gères ça? Qu'est-ce que tu peux donner comme les conseils pour les femmes qui cherchent à maigrir? C'est un autre volet. L'obésité ou le surpoids, c'est un autre volet de travail qu'on a tous les jours au cabinet. Et l'obésité, malheureusement, aussi, elle est devenue une maladie. Donc, il y a des traitements pour l'obésité. Mais ce que je veux dire aux gens, c'est qu'il y a un mode de vie qu'on doit suivre pour déjà ne pas tomber dans le surpoids et l'obésité. Et quand on est là, c'est possible de revenir en arrière. C'est toujours possible, surtout chez les jeunes. Je parle surtout aux jeunes gens. Donc, les gens âgés, malheureusement, on a du mal à les faire maigrir.
Ouais, vu le 65 ans, métabolisme. 70 ans, c'est avec des gonalgies, avec de l'arthrose, donc ils ne peuvent pas faire du sport et on ne peut pas insister sur un régime. Donc les sujets âgés, on ne peut pas leur restreindre Imposer. l'alimentation. Donc c'est des sujets qui sont fragiles, qui sont déprimés. On en a parlé tout à l'heure. Ouais. Donc c'est très difficile pour les sujets âgés. Mais chez les jeunes, donc on est très optimiste avec les jeunes. Et il y a des traitements, il y a des techniques pour maigrir sans avoir recours au traitement. Mais parfois, on a recours au traitement, mais c'est toujours associé au changement du mode de vie. Changement de mode Donc de vie. diabète, obésité, c'est changement du mode de vie en premier. Puis, traitement médical. Mais je pense que dans la prise de poids, les psychologues avant, ils disaient que beaucoup de femmes, quand elles sont sur la défensive, ils commencent à prendre le poids. Et moi aussi, je sais que moi-même, quand j'ai reçu la mauvaise nouvelle de décès de mon propre frère, au moment que j'étais en train de manger et fêter la reconnaissance en France de mon diplôme de médecine chinoise, j'ai tellement crié et makla bhal وقفت لي makla. Et depuis, dès que je pensais à mon frère, j'ai ouvert le réfrigérateur et j'ai commencé à manger parce que je voulais fuir cette douleur. Et c'était insupportable. Perdre un être si cher et on t'annonce au téléphone comme ça, pour moi, c'était une trauma très profonde. Et je commençais à souffrir vraiment. J'ai pris 10 kilos dans l'année parce que c'était très difficile. Je sais qu'un deuil, un choc émotionnel du perte d'un être proche, il peut durer jusqu'à un an, voire 18 mois, selon le docteur Pierrakos. Un deuil normal. Un deuil, et c'est dans les normes. D'accord. Si la personne souffre pendant un an, voire un an et demi, c'est dans les normes. Mais si ça dépasse un an et demi, c'est qu'il y a un problème psychologique et il faut vraiment traiter. Donc moi, vraiment, pendant une année, je n'étais pas bien. Et mon alimentation, c'était remplir pour ne pas souffrir. Parce que la pensée, elle me faisait souffrir. Et je sais qu'en ce moment-là, l'alimentation, ce n'était pas une alimentation, c'était une méthode pour se calmer. Oui. Voilà. Et ça a retenti sur ton poids? Et ça a retenti énormément sur mon poids. Et proche à la ménopause, comme le métabolisme, il a ralenti. Elle était un peu ralentie. Mais moi, je m'en foutais de mon corps, finalement. Oui. Je voulais juste me calmer. Oui. Voilà. Oui. C'est ce que je peux apporter mon histoire. Et il y a beaucoup de gens qui ont vécu des choses pareilles, en fait, ce qui a conduit à ce qu'ils soient obèses ou en surpoids. Donc, toujours, il faut voir s'il y a un terrain psychique chez ces malades-là. Donc, on fait une consultation chez un psychologue ou un psychiatre pour dépister un trouble du comportement alimentaire, associé aux mesures diététiques et associé au traitement si nécessaire. Moi, j'ajouterais pour le trouble du comportement alimentaire que souvent, il y a beaucoup de traumas d'enfance qui se cachent. Et le problème, c'est que la personne, elle n'a pas envie de reconnaître ça. Parce que ça demande d'efforts. Comme tu as dit tout à l'heure, le cerveau, il aime la simplicité. Oui, il aime rester dans sa zone de confort. Voilà. Il n'aime pas le changement. Même si le changement, il est positif. Oui. Donc, c'est très délicat à entamer avec la personne. Moi, personnellement, quand je travaille sur ce sujet avec mes patients, je rencontre la résistance au début, même chez les gens qui sont très, très conscients de ce qu'ils font dans leur vie, il y a une résistance. Ce n'est pas facile à percer. Donc, autant être vraiment hyper délicat avant d'entamer cette question. Est-ce qu'il avait des traumas? D'où ça tient? D'où ça vient, ce schéma de comportement? Voilà. Une petite anecdote, Zahra, pour faire rire. En fait, j'ai cette résistance quand j'explique le régime aux patients avec le pain. Et là, contexte marocain. Oui, quand je leur dis, vous arrêtez le pain, c'est comme si je leur dis, vous arrêtez l'eau, arrêtez de vivre. C'est ça. Mais c'est flagrant au Maroc. Cette relation avec le pain, elle est incroyable. J'ai des patients qui sont, alhamdoulilah, ils sont conscients de ça, donc j'ai pas de problème avec eux. Ils te disent oui, je suis avec vous, je fais ce que vous dites. Mais là, la majorité, elle te dit. Elle remet ça.
Doctora. Je peux pas, ضروري يكون docteur, غميسة arrêtez le pas, بمريكا. je peux pas. Alors qu'il C'est voit, normal. mais le problème c'est que j'ai des patients qui voient le résultat quand ils enlèvent le Ouais. pain, ils voient le résultat sur leur glycémie. Je leur dis voilà, regardez. Il te dit mais est-ce que je vais continuer comme ça? C'est-à-dire Toute ma vie. est-ce que je vais arrêter le pain toute ma vie? Mais je lui dis regarde tes glycémies, elles sont excellentes. Et Voilà, ça tu rends suffit compte, pas pour c'est- les convaincre. Donc C'est un contexte social général du Maroc et on il fait faut avec. changer ça en fait parce que le Maroc, malheureusement, tout le Maghreb, il y a une forte incidence de diabète C'est en Afrique du Nord, oui, D'accord. malheureusement. D'accord. Docteur Sarah, il y a un autre volet qui est très pertinent pour pas mal de gens. Par exemple, en France, on sait que 2 sur 3 quarts des personnes, d'après ce que j'ai entendu, ils vivent sous lévothyrox. C'est-à-dire que la thyroïdie, le problème avec le thyroïde, elle est très, très répandue. Qu'est-ce que tu diras sur le terrain marocain? Qu'est-ce que tu vois après l'obésité? Est-ce que le thyroïde, elle est vraiment Oui, Zara, en fait, la répandue? thyroïde, c'est aussi une glande. Déjà, je définis ce que c'est que la thyroïde. C'est une glande endocrine, c'est-à-dire c'est une glande qui sécrète des hormones qui sont vitaux, c'est-à-dire on ne peut pas vivre sans glande thyroïde. Et cette glande, elle est petite, mais son rôle, il est énorme dans le métabolisme du corps entier. Donc, elle est responsable de la régulation du rythme cardiaque, du transit intestinal, ou la harakat al-am'a, de la température du corps, Ouais. du développement, de la croissance, du psychisme. C'est une glande qui est très importante. Et oui, malheureusement, beaucoup de gens vivent sans thyroïde à cause de différentes pathologies qui peuvent atteindre la thyroïde et qui entraînent malheureusement l'indication à une ablation chirurgicale. De ce fait, nous, en tant qu'endocrinologues, et la médecine ou la spécialité d'endocrinologie, donc elle est focalisée sur cette pathologie, surtout chez les jeunes, et on essaie d'être le plus conservateur de la thyroïde. On n'est plus, c'est-à-dire Pour on est garder plus, la oui, glande. tenté par enlever la thyroïde. On fait tout ce qu'on peut pour que le malade garde sa thyroïde le plus longtemps possible. D'accord. Donc, on est plus conservateur. Il y a des techniques qui sont actuellement disponibles, même au Maroc, et qui traitent la glande thyroïde sans avoir recours à la chirurgie. J'ai une amie, et à l'époque, quand j'ai dormi chez elle, et chaque fois, j'étais étonnée pourquoi elle prend le temps pour arriver au petit-déj. Oui, Voilà, c'est ça. oui, Zara. Seulement Oui, après, et exactement. on Le lui a- malade oui. qui n'a pas de thyroïde, malheureusement, il doit prendre son traitement tous les jours. Il doit rester 1 heure avant de prendre le petit déjeuner le matin. Le réveil Donc, est difficile. oui, c'est difficile. Et même avec le traitement, on a toujours des plaintes des malades. On a toujours des symptômes d'hypothyroïdie, malgré que le bilan, il est tout à fait normal. Donc, c'est pour ça que je dis que la thyroïde, vraiment, il faut réfléchir à 2 reprises avant d'indiquer la chirurgie chez un patient. Oui, je comprends. D'accord. Tu es pour les méthodes plus Conservatrice. plus conservatrices. Oui. Et parlons un peu de Hashimoto quand même. Oui, Hashimoto, là, c'est une maladie qui est auto-immune. Alors, le corps, il produit des anticorps qui sont dirigés contre lui-même, Voilà. et notamment les cellules thyroïdiennes, et ça entraîne la destruction de ces cellules. Et donc, il n'y a plus de production d'hormones thyroïdiennes. Là, c'est une hypothyroïdie qui est définitive, sans chirurgie. Donc, le patient, il a sa thyroïde, mais il ne marche pas. Donc ça rentre dans la Donc, catégorie auto-immune. Oui, c'est C'est la auto-immune, maladie auto-immune. Zara, Et oui. tu sais, Sarah, de point de vue médecine chinoise, une maladie auto-immune, si on la explique, c'est que à un certain moment, il arrive un grand choc sur lequel les cellules de l'être humain, ils retournent contre lui. Exactement. Au lieu de oui. le protéger, Oui, il commence à attaquer ses propres oui. cellules. Oui. En fait, je me suis intéressée, Zara, à la médecine chinoise et aux maladies auto-immunes, et on n'a pas encore d'explication scientifique qui est exacte sur la Pourquoi? cause. Les patients me demandent pourquoi j'ai cette maladie, est-ce que je vais guérir, pourquoi mon corps il a fait ça. Je leur dis, il y a des facteurs génétiques, il y a des facteurs environnementaux, il y a ce que tu as dit, des chocs émotionnels, le Il y a des stress, chocs, le stress, et oui. des facteurs qui se réunissent pour Oui. produire... Oui, moi j'ajouterais aussi un stress prolongé. oui, oui. Parce que j'ai accompagné quelques personnes et je remarquais que c'était souvent les gens qui subissaient Oui. un stress permanent. Et après, quand tu dis, ça y est, moi je suis bon à rien, je ne peux plus rien faire. Et en ce moment-là, il y a un déclic Oui. dans le corps
Et c'est comme ça que les cellules elles retournent contre toi. Oui. Mais moi, je vois ça, peut-être on ne peut pas guérir à 100%, mais ce qu'on peut faire, c'est un petit peu prolonger le moment que la personne, elle va mieux. En fait, oui. En fait, quand j'ai des malades, surtout des jeunes, alors il y a il y a des techniques qui peuvent aider à baisser l'inflammation causée par les Voilà. anticorps. Et surtout l'inflammation, Oui, alimentation anti-inflammatoire. C'est exactement. de ça que Donc, je on voulais donne que une tu parles. alimentation exactement anti-inflammatoire, c'est-à-dire qu'on enlève le sucre, la farine, les aliments, les sucres, les aliments qui causent l'inflammation, les produits raffinés, les perturbateurs endocriniens, les produits industriels. Oui. On fait du sport. Fast food. Oui, exactement. Tout ce qui est transformé, toute l'alimentation transformée. On fait du sport, on dort bien et on prend aussi des compléments alimentaires. Donc, c'est des choses simples Oui, de la et vie. j'ai remarqué que vraiment, ça baisse Oui. l'inflammation. Ouais. Et du coup, le patient, il prend un traitement, Zara. Parce que là, j'insiste aussi et Oui, je bien passe le sûr. message aux patients. Il faut aider au Ceci ne guérit pas. Le fait Ouais. d'adopter une alimentation anti-inflammatoire, de faire du sport, ça ne guérit pas, mais ça baisse l'inflammation. Ouais. Et du coup, les gens, ils vont prendre un traitement, mais ils vont prendre des petites doses de traitement, par exemple. Et prolonger ces périodes-là. Et la thyroïde, elle Ouais. continue à fonctionner. Il y a un certain pourcentage de cellules qui restent vivantes et qui continuent à sécréter Oui. les Prendre en hormones charge peut-être thyroïdiennes. beaucoup Oui. de besoins du corps. Oui. Oui. Et moi, je pose souvent la question, comme je t'avais dit, pour les femmes quand elles viennent avec la thyroïdie, et je leur demande, est-ce que vous êtes des femmes qui font... Et c'est une maladie féminine. Oui, beaucoup, Ça parce touche qu'aujourd'hui, plus de voilà, femmes, oui, les que femmes d'hommes. qui font Oui. 130 000 choses Ouais. à espace d'une heure, Ouais. elles veulent faire tout à l'espace Ouais. d'un axe donné, et ça dégringole énormément sur la thyroïdie. Et on dit, qui dit les hormones, il dit les émotions. Oui. Beaucoup d'instabilité émotionnelle. Un autre jour, la femme, elle prend trop de charges sur elle. Elle fait femme, elle fait l'homme, Oui. des Oui. fois. Et parce que quand elle rentre après une journée épuisante, Oui. elle doit faire la femme aussi. La femme, elle est sous pression. Sous pression Oui, énorme. toute la journée, malheureusement. Et au veille des Journées internationales des femmes, Oui, je t'ai ramené exactement. ce joli bouquet. C'est très Pour joli, se Zara, dire oui. qu'on est des femmes, on ne les oublie pas. Oui. Et la Oui. femme, elle gagne avec sa force Oui. de féminité qui est posée, qui est centrée, qui connaît ses valeurs. Et je souhaite à toutes les femmes se connaître mieux, se chérir Oui. mieux. Écouter leur corps. Écouter leur corps Oui. et faire tout le possible pour prendre les conseils chez les bons spécialistes. Exactement. Merci Sarah. Merci à toi aussi, Merci. Zara.